Je suis très heureux, mesdames et messieurs, d'être parmi vous un 12 novembre, le lendemain d'un 11, n'est-ce pas, où les plus hautes autorités de la République nous ont rappelé que quelque chose qu'on appelle le patriotisme, qu'on ne sait plus nommer le patriotisme, mais qui mobilisait tant Péguy, c'est ne pas être fatigué de servir la France. Et c'est un peu le petit mot d'exergue que j'ai plaisir à mettre au début de cette conférence, et plaisir redoublé par le fait d'avoir à les dire à Lyon, ici même à Lumière Lyon 2, éminente université, Madame et Monsieur le Président, à laquelle me rattachent beaucoup d'amitiés, dont certaines présentes dans la salle ont plus de 40 ans d'âge. Et puis Lyon est quand même une ville un peu péguiste, ou beaucoup péguiste. Le Lyon résistant, le Lyon de Gilbert Dru ou des amis du témoignage chrétien avait beaucoup de Péguy en tête, au cœur et à la plume, n'est-ce pas? Donc, merci à vous pour votre accueil, merci à la famille Péguy, merci à l'université d'avoir bien voulu accueillir cette conférence. Le programme est exceptionnellement intéressant puisque les organisateurs ont détaillé l'opération en 3 morceaux, mais les 3 morceaux sont liés. Le Péguy combattant, le Péguy écrivain et le Péguy prophète, c'est la même chose. Les choses s'en mêlent, pas toujours harmonieusement, mais les choses s'en mêlent, n'est-ce pas? Et ne se contredisent jamais. Bon. Ce qui rend toute sa force à son témoignage, à celui que, tout au long, un homme comme Jean Baster, qui a tant fait pour développer notre connaissance de Péguy, Baster était plus grenoblois que lyonnais, mais peu importe, il a toujours dit, ce type c'est un insurgé, c'est un insurgé. Et moi je vais tenter de vous le présenter, ou un mécontemporain, dit Alain Finkielkraut. Il râle tout le temps, il s'insurge tout le temps. Il se dresse, il n'est pas très grand, mais oui, je ne dis pas qu'il braille, mais enfin, il saisit au collet. Et tous ceux qui ne veulent pas suivre, eh bien, ils ne suivent pas. Mais on passe à autre chose et on continue le combat, comme on disait jadis. Bien. Et c'est ce mélange-là que je voudrais tenter de vous expliquer en ayant titré « Oui, c'est un insurgé, mais il se trouve qu'en 1914, il est en pantalon rouge, et très volontiers. » Voilà. Alors, un mot, si vous voulez, pour nous mettre dans la terrible atmosphère. Un petit texte d'un capitaine d'état-major qui, le lendemain de la bataille qui a vu Péguy tué, donc le 6 septembre 1914, au moment même où commence la bataille de la Marne, où on a lu aux troupes l'ordre du jour de Joffre, on ne recule plus. On ne recule plus. Et alors ce capitaine d'état-major vient voir ce qu'a été ce combat au devant de Villeroy, que vous évoquiez tout à l'heure, face à Panchard, Monthyon. Et voilà ce qu'il dit. Donc les cadavres sont encore là, dans leurs betteraves, leurs avoines et leurs blés. Premier de la ligne, le chef de section, un lieutenant, est tombé à sa place réglementaire, alors qu'il menait ses hommes à l'attaque. Alors, c'est un petit homme d'apparence chétive, à côté de son voisin, au type de colosse. Il est couché sur le ventre, le bras gauche replié sur la tête. Ces traits que je vois de profil sont fins et réguliers, encadrés d'une barbe broussailleuse teintée de blond, mais paraissant grisâtre du fait de la poussière, car il est jeune encore, 35 à 40 ans, tout au plus, il ne se trompe pas beaucoup, il y a 41 ans. Lui aussi paraît plongé dans un profond sommeil,
À son annulaire gauche, une alliance. Je me penche sur la plaque d'identité, Peggy. Il s'appelait Peggy. Et ce nom qui m'est pourtant bien connu ne me dit rien à ce moment, absolument rien, car je suis à 1000 lieues par la pensée des cahiers de la quinzaine, du poète de Jeanne d'Arc et de toute littérature. Avant de partir, je repère toutefois sur la carte le point où est tombé ce camarade inconnu, le premier que je rencontre sur un champ de bataille. C'est très sensiblement celui que l'on voit marqué par la queue de l'Y du mot Villeroy. Donc pourquoi, au fond, ce calme infini de Peggy mort? Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien. Je vais tenter de ne pas trop vous ennuyer en citant quelques textes et en racontant beaucoup. Je pense qu'en histoire, si nous perdions cette volonté et cet art de compter, eh bien nous perdrions beaucoup, quel que soit le degré de précision de nos travaux universitaires, savants, etc., tout à fait indispensable. Mais si nous ne restituons pas ça à un moment, eh bien nous manquons, nous ne faisons pas bien notre métier d'historien. Bien. Donc, l'affaire commence le dimanche 2 août 1914, dans un petit pavillon de banlieue de Bourg-la-Reine, rue André-Theuriet. Et là, c'est un départ de Charles Peggy qui a reçu, comme tous les officiers, son ordre de marche, si je puis dire. Et son fils aîné, Marcel, qui a 16 ans, il vient de se faire coller à la première partie du baccalauréat, mais enfin, ça n'entre pas tout à fait dans l'histoire, là. Il s'est souvenu, il a raconté ça. Il l'aura, rassurez-vous, son baccalauréat. Alors, dès le 31 juillet au soir, dit Marcel Peggy, quelques hommes en bourgeron, commandés par un caporal, étaient venus installer leur paillasse dans une salle d'attente de la petite gare de Bourg-la-Reine. Et le 2 août au matin, un de ces hommes et des 2 officiers a monté leur cantine dans un compartiment de première classe d'un train à peu près vide qui venait de Robinson. C'était mon père et mon oncle. J'étais avec eux, je devais les accompagner jusqu'à Paris. 20 minutes après, nous arrivâmes au Luxembourg. Un sergent de ville requitte un taxi, puis le taxi repartit, emportant mon père. Il allait embrasser quelques amis avant d'aller prendre le commandement d'un détachement de réservistes à la gare de Bel-Air, raccordement, quelque part vers Picpus, là, dans l'Est parisien. Sa femme, Charlotte, un peu plus tard, signera une version un peu plus légendaire de l'affaire, mais qui sonne très juste aussi. Voici ce qu'elle écrivait après. Il quittait son rôle d'écrivain, d'éditeur, de père de famille, pour prendre celui d'officier de réserve, auquel il était également accoutumé. Il était prêt à recevoir à la gare et à conduire à Coulommiers avec autant d'entrain qu'il écrivait Notre Patrie en 1905, les 3000 Parisiens qu'il connaissait tous par ses précédentes périodes. Après un dernier repas, pris en tenue, à la table qui rassemblait tous les jours depuis tant d'années mon mari, nos enfants, ma mère et mon frère, ce furent des adieux sans larmes, à la maison. Et la séparation définitive à la gare voisine, mon fils aîné accompagnant seuls les 2 officiers. Il n'y eut pas de suprême parole à dire, ce départ fut un accomplissement. Alors, nous n'en saurons pas davantage sur cet accomplissement, secret des êtres, bien sûr. 2 amis de la famille, 2 amis de Charles, les frères Tarot, Jérôme et Jean Tarot, sont restés fidèles camarades, n'est-ce pas, quand ils ont osé en parler un peu. Je cite. Dès le dimanche matin 2 août, il demanda comme une grâce à sa femme de lui permettre d'aller passer à Paris les 2 derniers jours qui lui restaient pour prendre congé de ses amis. Madame Peggy n'éleva pas d'objection. Comme elle était enceinte, elle lui demanda à son tour ce qu'elle devait faire pour l'enfant qui allait bientôt naître, entendant par cette question si elle devait le faire baptiser. Nous pourrons parler de tout cela tout à l'heure si vous le souhaitez. Vous y penserez, dit-il.
vous y penserez. Et il ajouta, si je ne reviens pas, je vous prie d'aller chaque année en pèlerinage à Chartres. Puis il lui fit ainsi qu'à leurs enfants un adieu définitif, car il ne voulait pas partir en plusieurs fois. Alors le voilà parti. Il débarque à Paris, rue de Rennes, chez sa grande amie Geneviève Favre. Et puis il entreprend, je la raconte dans le début du livre, une assez étonnante tournée qui n'a rien d'exceptionnel finalement. Beaucoup de futurs poilus ont dû faire un peu la même chose, se mettre en ordre avec soi-même, se mettre en ordre avec la famille la plus proche, voir un peu ce que deviendra la boutique, l'exploitation, que sais-je, ou l'entreprise, bon. Ou les shops, enfin peu importe, ou le bistrot. Comment on part le mieux armé, le mieux garanti du côté des siens sur les affaires, sur la suite, sur les enfants, etc. Mais il a, lui, voulu faire une tournée de réconciliation, je dirais, politique et morale, hein, avec les amis et les ennemis. Alors, il ne les a pas tous trouvés sur place, beaucoup étaient soit en train de regagner leur régiment, soit en vacances, soit je ne sais. Mais il part, il fait sa tournée, il se réconcilie avec soi-même et avec les autres, au fond, hein, comme beaucoup d'autres. Mais chez Péguy, que je vous ai déjà un peu décrit comme si insurgé, si j'allais même dire si vachard, si teigneux, si tout ce que l'on veut, ça a quelque chose de très profond et de très indispensable pour lui. Bon. Partir en paix. Voilà. Et la main sur la poignée de la porte de l'appartement de la rue de Rennes, en partant en uniforme, etc., on descend la cantine, le taxi attend en bas, etc. Il lui dit ceci, alors là, il lui dit ceci qui nous est si difficile à comprendre, finalement, mais qui rejoint, je crois, le sentiment de plus qu'on ne le dit, et y compris aujourd'hui, 100 ans plus tard, à travers la commémoration. Il lui dit ceci, qui nous étonne, mais qu'il faut tenter de comprendre. Vous l'avez cité tout à l'heure. Grand ami, je pars soldat de la République. Jusque-là, tout va bien. Soldat de la République, bon, comme les 3 millions de ceux qui vont partir, ou à peu près. Très peu, ils seront très peu nombreux, une poignée de main, ceux qui ne s'affirmeront pas soldats de la République. Hein. Un nombre minuscule, il y en aura quelques dizaines, pas plus. Donc il ne faut pas croire à la fois qu'ils sont tous partis avec un gendarme au cul, excusez-moi l'expression. Il ne faut pas croire non plus que beaucoup se sont rebellés. Il ne faut pas croire non plus que tous partaient en disant nous sommes des victimes désignées. Vous savez, les préfets, le même 2 août, le même 1er août, le samedi 1er août dont nous parlions tout à l'heure, les préfets n'ont absolument pas eu à appliquer le carnet B. Le carnet B, c'était la liste, département par département, des types à coffrer à leur H+1. Des anards, des socialos compliqués, des syndicalistes. Tout. Bon, ceux-là, on n'a pas eu à les arrêter parce qu'ils sont partis. Non, simplement. Alors, je pars soldat de la République. Tout va bien. Pour le désarmement général. Pour la dernière des guerres. Et là, il faut que nous y réfléchissions, parce que cette formulation-là, Dieu sait qu'elle est péguiste, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Moi, je suis assez persuadé qu'elle est plus que péguiste, et qu'elle est quelque part au cœur aussi de quantité de ceux qui partent. Et donc, ce Péguy-là est sacrément droit dans ses bottes, ce jour-là. Et je dirais que il part vers la gare vers Picpus, là, il convoie ses hommes, il sifflote la Carmagnole. Bien sûr, comme tous les autres, ils pensent que la guerre sera courte. Ils pensent que
oui, peut-être, on ira un jour à Berlin, oui. Mais il part, et au nom de cette formule à trois entrées, il part faire la guerre pour tuer la guerre. Faut qu'on n'ait pas à y revenir, et puis c'est là pour une bonne fois pour toutes, je dirais vulgairement, parce qu'il s'agit de défendre la patrie menacée. Et j'allais dire point final, finalement, ou point de départ vers le tuer la guerre. Voilà. Alors du coup, qu'on ne nous chante pas, y compris aujourd'hui, qu'il aurait cru, qu'il aurait su, qu'il aurait pressenti, qu'il partait ainsi pour l'abattoir. Ou plus platement, ça a été soutenu aussi, qu'il partait ainsi, au fond, qu'il aurait attendu la mort pour sortir de ses tourments personnels, familiaux, d'éditeur des cahiers de la quinzaine, enfin que sais-je, ou de se démêler avec les curés, avec Rome, avec tout ce que l'on veut. Bon. Non. Vous voyez ce qu'il écrit à Charlotte, à sa femme, tout de suite, en ayant rejoint son régiment à Coulommiers, dans ses lettres de Péguy pendant la guerre, qui ne nous disent rien sur la guerre, mais qui nous disent tout, finalement, dans leur côté elliptique et purement familial. Ces lettres, cette correspondance a été magnifiquement rééditée par l'amitié Charles Péguy. Vous avez le numéro sur la table à côté. À Charlotte, il dit ceci: oh, je périrai peut-être, mais je ne crèverai pas. Et il va mourir débarrassé, il l'écrit, cette écume de 20 ans de guerre civile avait fini par me lasser. Mais il part en espérant quelque chose. Et Bernanos, dans Français si vous saviez, dira exactement au début de la guerre suivante, si je puis dire, ce qu'il faut en penser de ce départ-là. Oui, ce fut un départ pour la guerre, dit Bernanos, mais pour une guerre qui a lavé Péguy de tous ses démons, de tous ses échecs. La mort, dit Bernanos, n'est venue qu'après la délivrance, et cette délivrance, pour Péguy, c'est la mobilisation générale, c'est la levée en masse, comme en 93. De nouveau, il y a des volontaires de 92-93 qui partent parce que le sol sacré de la patrie, je ne vais pas vous le chanter, est foulé. Alors, là, c'est pas le Péguy catho-tradi, c'est pas le Péguy de Manif pour tous, c'est pas le Péguy, c'est aussi le Péguy insurgé, mais c'est tout à la fois. Hein. C'est, moi, ce que j'appelle, le premier point que je voudrais vous développer un peu avec vous, moi, je considère que c'est un vieux grognard. Alors, je pars soldat de la République. Sa République, j'en ai là, est fille de la défaite de 1870. Très bien. Fille d'une guerre et d'une défaite que nous avons à peu près totalement oubliée, qui est au rencard de l'historiographie et de la réflexion civile ou civique. Mais une guerre qui, outre les épisodes des communes de province et de la commune de Paris en 1871, bien sûr, qui était un premier réflexe patriotique, cette défaite, ça a fait lever des volontaires, comme en 93, armée de la Loire, sur la Loire, dans l'Est, etc. Et parmi ces volontaires, il y a le père de Charles Péguy. Et ce père mort trop tôt, qu'il a à peine connu, le petit Péguy le petit Charles a lu toute sa jeunesse la seule lettre du père, qui raconte un peu la guerre de défense nationale, la guerre
que voulait Gambetta, la guerre qui a fait lever une armée nouvelle, hein, celle de Gambetta. Gambetta disait une armée qui comprendrait tout le monde, hein, une armée qui sera la nation elle-même, debout devant l'étranger. Oui, c'est toujours le même raisonnement. Alors du coup, je dirais, né ainsi, élevé ainsi, familialement, régionalement, tout ça, ça se passe à Orléans, hein, pièce centrale des armées de la Loire, hein, de Chanzy. Du coup, Charles a été parfaitement heureux au service militaire. Il ne fait qu'un an, comme le font les aînés de veuves, enfin, à l'époque. Et donc tout ce qui est service militaire a été conçu par lui comme libérateur, finalement, comme convenant très bien à l'intrépidité de son tempérament. Et toute sa vie, vous le savez peut-être, a été pétrie d'horaires militaires, hein, d'horaires à respecter, comme à la caserne. Hein. Et tous ceux qui n'arrivaient pas à l'heure, rue de la Sorbonne, au quai de la caserne, se faisaient... Bon, il a toujours adoré parler des choses militaires, il a toujours adoré les gros mots de Soudard, il a toujours excès de blaguer, il est resté un homme de théâtre au sens opérationnel du terme. Et quand je dis théâtre, je pense aussi à Jacques Copeau, un de ses amis, l'homme de théâtre Jacques Copeau, qui fera beaucoup en 1940 et en 39 et 40 pour qu'on chante et récite du Péguy face aux blindés de la Wehrmacht. Hein. Alors Copeau a ce mot extraordinaire que j'ai toujours plaisir à citer parce que ça dit bien, ça dit bien que sa compréhension du monde était d'infanterie, d'un marcheur. Et voilà ce que dit Copeau. Il surveillait, il constatait, il prenait en charge et pour ainsi dire dirigeait tout ce que la vie plaçait sous son regard et dans le rayon de sa pensée. Les êtres, les idées, les événements, les paysages. Il était né chef et chef militaire. Et alors la fin du texte est extraordinaire. Les arbres bien alignés de nos routes devaient lui apparaître comme des soldats à leur poste. Donc, je passe sur les détails biographiques que vous connaissez ou que vous apprendrez, bien sûr. Il est à l'aise avec ses hommes, il adore ça, il fait toutes ces périodes de 28 jours à l'été régulièrement, il se rend aux manœuvres. Bref, une de ses amies dit il était plein de la joie puérile du pantalon rouge et des galons, hein, quand même, il faut le savoir. Hein. Et puis il est content parce que ça le débarbouille d'encre, dit-il. C'est une sorte de récréation constante. Donc il est bien vite lieutenant, il est maintenu à sa demande en réserve active, car on avait inventé ce mot bizarre de réserve active, n'est-ce pas, pour faire la pièce aux Allemands qui, eux, savaient activer leurs réserves, et ils le montreront au début de la guerre de 14, ô combien. Bon, il ne sera jamais capitaine parce qu'il ne monte pas à cheval et qu'il a peut-être horreur des chevaux, là je parle sous le contrôle de la famille. Hein. On ne pouvait pas être capitaine d'infanterie avant 1914 si on ne montait pas à cheval. Il faut quand même savoir ça. Hein. Et il refusera même au front, n'est-ce pas, où son capitaine est un peu défaillant, il rentre du Maroc, il boitille, il bat, etc. Il ne passe pas capitaine, là, juste avant sa mort, parce que toujours le cheval. Non, passons. Un jour de 1913, il a confié à son ami Joseph Lotte, moi je suis un vieux grognard. Voilà 20 ans que je suis en campagne, je suis couvert de boue, mais je me bats bien. Et donc, Péguy, par tempérament de fils du peuple, par tempérament d'Orléanais, par fidélité familiale et républicaine, Péguy fut de ceux de sa classe, 93 donc, puisqu'il est né en 73, qui a été le plus ardemment et le plus populairement patriote. Voilà. Il faut le savoir, l'admettre, le comprendre et le peser aujourd'hui comme on veut, bien entendu.
C'est aussi, bien entendu, mais je vous passe le couplet trop facile, un patriotisme d'école primaire, hein, sur le petit élève de ceux qu'il a appelés, des élèves maîtres qu'il a appelés les hussards noirs de la République, enfin, à l'école d'application de l'école normale d'instituteurs d'Orléans. Bon, très bien. Oui, Péguy est de ceux qui ont fait le tour de la France par 2 enfants. Leur lecture courante, c'était ça, le tour de la France par 2 enfants de Bruno, et le sous-titre du tour de la France par 2 enfants, je vous le donne en 1000, c'est Devoir et Patrie. Voilà. Il fait ces classes primaires au moment où il y a encore des bataillons scolaires, n'est-ce pas, où on apprend aux gosses à manier des fusils de bois, bon, et à tambouriner un peu. Bien. Et ne pas croire que tout ce patriotisme-là en aurait fait un pacifiste par refus. Non. Là où les choses deviennent pour nous plus subtiles et plus difficiles à comprendre, c'est que ce patriotisme-là, en gros, de distribution des prix, de discours de distribution des prix, si vous voulez, ce patriotisme-là, chez Péguy, n'a jamais été en contradiction avec ses engagements libertaires, socialistes et révolutionnaires de sa jeunesse. Au moment de l'affaire Dreyfus, au moment de ces démêlés ô combien musclés avec la naissance d'un parti socialiste unifié, en partie la houlette de Jean Jaurès, au moment des pires de toutes ces bagarres-là, où il dit tous ces gens nous trahissent, tous ces gens, etc., trahissent la cause dreyfusarde. Bon. Même dans ces moments-là, il reste fidèle à ce qu'il a écrit en pleine affaire Dreyfus en 1899. Oui, nous attaquons toute armée en ce qu'elle est un outil de violence collective injuste. Parce que, étant internationalistes, nous sommes encore français. Parce que dans l'incarnation, nous sommes vraiment la nation française. Il n'y a même que nous qui soyons bien français. Les nationalistes le sont mal. Donc, prière de ne pas nous faire de Charles Péguy un nationaliste excité, sabre clair, lecteur de Maurras et même lecteur de Barès. Ça n'est pas ça. Il est patriote et internationaliste, et internation, si je puis dire, au nom d'une réalité et d'une vocation française qui dépasse très largement ce nationalisme, je dirais, un peu très exacerbé et relativement crépusculaire qui a saisi aussi le pays, c'est vrai, avant 1914. Bon. Donc vous voyez, il est sur une crête difficile, hein. Pas nationaliste à tout crin, mais pas du tout internationaliste, défaitiste ou pacifiste. Bon. Alors pourquoi ? Bon, d'abord parce que de fil en aiguille, si je puis dire, au long de sa réflexion, au long de ses écrits, au long de ses engagements, de ses batailles, Péguy, il pense que tout ça reste français et entre français. Parce que sous le mot France, il faut toujours mettre 2 choses. Parce que ce pays, dès qu'il est menacé par un ennemi quel qu'il soit, dès qu'il est menacé, ce pays sort de lui-même ce que Péguy appelle sa double vocation. Et la voici, il s'agit de pourvoir à 2 tâches, à 2 fidélités, la vocation de chrétienté et la vocation de liberté. Nous resterons toujours ce pays-là, au fond celui pour lequel un Marc Bloch, lui aussi est mort. Marc Bloch qui disait, vous savez, moi, tous ceux qui ne pleurent pas à la fois au sacre de Reims, à l'évocation du sacre de Reims, de nos rois, et à l'évocation de la fête de la Fédération de notre 14 juillet,
1790, cela, bon, c'est à voir. Hein, bon. Ne concluons pas davantage qu'il aurait, du coup, aimé la guerre. Ou surtout qu'il l'aurait, donc je le répète, chanté au nom d'un nationalisme revanchard. Il n'est même pas très bien, il comprend pas très bien Paul Déroulède, par exemple. Hein. La revanche, c'est pas son affaire. Hein. Et sur l'Alsace-Lorraine, comme Jaurès, il dira toujours, écoutez, regardons bien les Alsaciens-Lorrains, et puis voyons ce qui se passe, et puis on va pas déclencher une guerre pour ça, hein, en gros, pour dire les choses très, très simplement. Non. Alors, sa guerre, la voici. C'est celle que défend, c'est la conception de celle-ci que défend la petite Auviette dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Dans un de ses très grands textes. Alors, ce que dit Auviette, c'est en 1910, mais ça vaut pour 1914. Ah, tant qu'il n'y aura pas eu quelqu'un pour tuer la guerre, nous serons comme les enfants quand on s'amuse en bas, dans les prés, à faire des digues et des levées avec de la terre et avec le sable, avec de la boue de la Meuse. La Meuse finit toujours par passer par-dessus. Ça, c'est comme les pâtés de sable sur la plage. Un jour ou l'autre. Alors, la Meuse finit toujours par passer par-dessus, un jour ou l'autre. La partie n'est pas égale. La guerre fait la guerre à la paix. Et la paix, naturellement, ne fait pas la guerre à la guerre. La paix laisse la paix à la guerre. La paix se tue par la guerre. Et la guerre ne se tue pas par la paix. Alors, puisqu'elle n'est pas tuée par la paix de Dieu, par la paix de Jésus-Christ, comment se tuerait-elle par la paix des hommes ? Conclusion d'Audiette Peggy. Pour tuer la guerre, il faut faire la guerre. Et dès lors, depuis que la patrie est de nouveau en danger, pense-t-il, nous ferons que ça ressemble à 93. Et nous le ferons dans l'honneur et dans une certaine conception de la guerre. Je suis, dit-il, un vieux républicain. Je suis un vieux révolutionnaire. En temps de paix, je suis un bon vivant, comme tout le monde. Mais en temps de guerre, il faut bien penser que ça sera sérieux. Et nous ne savons pas si nous serons heureux, au sens ancien, vainqueur. Et nous ne savons pas si nous serons heureux, mais nous savons que nous ne serons pas petits. Alors le voilà, ce grognard. Je prends quelques minutes pour vous parler encore de, évidemment, cette guerre et sa mort. Il a fait une guerre très courte, 5 semaines. Du 4 août au 5 septembre 1914. Son 276e de réserve active, n'est-ce pas, a été formé, équipé, entraîné à Coulommiers jusqu'au 9 août. Il tombe en plein dans ce que l'état-major appelle l'offensive à outrance, telle qu'elle est enseignée dans le manuel d'infanterie. Bon, il est affairé, il est heureux même sans doute, n'est-ce pas ? Très content physiquement de voir qu'à 41 ans il tient le coup face au gars, à la troupe qui a 18, 20, 21 ans. Et puis même ses réservistes, s'ils en ont 30, ils ont 10 ans de moins, au bas mot. Bien, il est content. Il mêle ses affaires familiales et la conduite de la guerre de manière qui est assez poignante dans son laconisme, n'est-ce pas ? De nouveau à Charlotte, il écrit tout de suite, je ne croyais pas que je vous aimais à ce point. Vivez dans la paix comme nous. Vivez dans la paix comme nous. Le type sur son genou, là, en écrivant sur son carnet, n'est-ce pas, en uniforme, au retour d'une marche. Ma compagnie, et c'est le lieutenant qui parle, ma compagnie est comme un immense ménage.
Et ménage pour Péguy, ça veut dire famille. En gros, famille élargie, ça. C'est pour la reine, ou ailleurs. Donc il débarque en Lorraine, comme tant d'autres, le 11 août, sur les Hauts-de-Meuse, pour appuyer, comme on disait, la bataille des frontières, qui devait être courte et joyeuse. Vous savez ce qu'il en a été, avec un affreux point d'orgue, le jour où le plus grand nombre de Français soit jamais tombé sur un champ de bataille. 22 août 1914, quelque part dans le triangle d'enfer, n'est-ce pas, de la frontière belge, de Charleroi, de Mons, etc. 22 août 14, 27 000 morts en un jour. C'est les pertes les plus lourdes de la guerre. Hein. Plus qu'à Verdun, plus que... Bon, bref. La rage au cœur, Péguy a vu la vallée de la Moselle ravagée par l'ennemi. Une semaine plus tard, on les rembarque avec ses hommes par train pour les débarquer au nord de l'Oise, dans l'Oise, n'est-ce pas, parce que le front change, la bataille des frontières est perdue, les Allemands déferlent via la Belgique, bon, dont ils ont violé la neutralité, etc., etc. Vous savez tout cela par cœur. Donc de l'Oise, il est à 120 km de Paris, ils vont retraiter jusqu'à 30-40 km de Paris, ce quelque part vers l'ouest de Meaux, aux conjonctions des vallées de la Marne et de l'Ourcq. Bon, il a tenu le coup, au physique comme au moral. Il a confié, certes, à un ami pasteur, nous sommes dans la main de Dieu. Et il a entendu le 15 août la messe de l'Assomption à Loupemont en Lorraine. Il a passé le 3 septembre, avant-veille de sa mort, la nuit à Weimar, où il cantonne. C'est quelque part dans les fonds de l'aéroport de Roissy aujourd'hui. Il a passé sa nuit à accumuler des fleurs sur un autel d'une petite vierge, n'est-ce pas, d'une chapelle. Bon. En plein pays de France, comme on disait, dans le pays de Nerval, dans le pays de France de souche. Bon, vous savez comme moi que les Allemands ont bien foncé, que Joffre a décidé de mettre en appui de l'armée de Paris de Gallieni une 6e armée commandée par Monoury, dans laquelle donnera le 276e de Péguy. On est à 2 doigts de la retraite qui tourne très très mal, n'est-ce pas, au milieu aussi des premiers convois de réfugiés du Nord, en pleine Picarde, puis en pays de France, des convois débandés, l'exode des réfugiés, et puis surtout ils découvrent ce qu'ils ont en vain tenté de découvrir en Lorraine, où tout se passait à distance, mais enfin ils découvrent enfin le feu. Ils subodorent que sous le déluge de feu qui les a atteints quelque part là, vers Senlis, sous ce déluge de feu, l'ennemi est toujours invisible, mais enfin l'affaire va être plus que sérieuse puisqu'ils découvrent tous l'armement moderne, les shrapnels, les tirs de mitrailleuses, etc. etc. Et donc jusqu'à ce vendredi 4, où ordre est donné par Joffre et Gallieni d'avoir à cesser de reculer et de courir affronter les Allemands qui foncent vers Meaux en se détournant. L'armée de von Kluck se détourne de Paris, on ne comprend pas trop bien pourquoi, mais Gallieni a le génie de comprendre que grâce à de bonnes observations aériennes, ah oui, ben c'est intéressant, si nous présente le flanc, on va pouvoir tenter de les saigner en les attaquant de côté, finalement. Et un de ses soldats, Victor Boudon, qui a laissé un témoignage important sur sa mort, ouais, voilà, ce jour-là, l'unité de Péguy arrive devant un petit sentier bordé d'arbustes, près de la ferme de la Trace, en face du petit village de Villeroy, où le bataillon devait cantonner. Une courte pause est à peine sifflée que brusquement devant nous viennent éclater des obus allemands qui jettent un moment le désarroi dans nos rangs. Alors, duel d'artillerie...
Préparatifs, cheminement, après-midi assez indécis, et vers 17h, sur le flanc gauche de l'unité de Péguy, des bataillons du 276e sont accrochés, ne piétinent, ne peuvent pas atteindre leurs objectifs du matin. Sur le flanc droit, les Marocains de la brigade dite, lancés à l'assaut de Panchard et l'a pris sous un déluge de feu, et qui replie, qui reflue. Et puis un épisode qui, je dirais quasiment, c'est pas du tout offensant dans ma bouche, un épisode de bande dessinée quasiment, n'est-ce pas ? Arrive inévitablement l'officier de la brigade marocaine, pas képi bleu, cheval blanc et burnous, pas, qui vient dire aux officiers là du 276e qui sont au milieu, dont Péguy, écoutez, nous on craque, hein. Si vous ne... Bon. Et si vous n'intervenez pas, c'est la débandade de votre côté, vous allez être tournés, mes amis. Hein. Bon. Et donc, vers 17h30, pour éviter la débandade, pour colmater la brèche comme on peut, dit Boudon a cette fois fini de rire. Hein. Escaladant le talus et rasant le sol, courbés en deux pour offrir moins de prise aux balles, nous courons à l'assaut. Alors ils font ainsi, tous bien en ligne, comme on leur a appris, bien en ligne, surtout bien en ligne. Ils font à peine 200 mètres, hein, en deux bonds, tirant, dit Boudon, comme des enragés, noirs de poudre, le fusil nous brûlant les doigts, les cartouchières sont déjà presque vides, ils n'ont aucun secours d'artillerie, ils sont sans abri, ils ne peuvent même pas faire la carapace. Faire la carapace, c'était prendre le sac, se le mettre sur la tête, et s'allonger et se la mettre sur la tête pour se protéger comme on peut. Les sacs, on ne sait pas, tous ne les ont pas, hein. Ils sont quelque part, derrière, ou abandonnés à la pause de midi, que sais-je. Bon. Et au soir, l'officier rédacteur du journal des marches du 276e laissera à peine dissimuler son agitation, voire son indignation. Le bataillon, je cite, le bataillon lancé à l'attaque sans préparation suffisante de l'artillerie, déploya successivement ses compagnies, mais sa marche en avant fut aussitôt brisée. La compagnie de Péguy perdra 40% de son effectif à peu près, hein, en quelques minutes. Après 2 bonds dans les betteraves, déjà hautes, Péguy est resté debout réglementairement. Malgré nos cris de couchez-vous, notre Boudon, il crie toujours « Mais tirez, tirez, nom de Dieu !» Alors, il y aura quelques versions plus pieuses après la mort de Péguy, de ce tirer, tirer, nom de Dieu. Voilà. Et je tiens de la famille aussi l'idée que dans quelques maisons pieuses, aux jeunes filles sages, on apprenait qu'il fallait dire tirer, tirer au nom de Dieu. Et un brave curé de campagne viendra le dire, n'est-ce pas, aux amis de Péguy, aux soldats, encore quelques jours plus tard, en disant, écoutez, dans ce diocèse, on ne crie pas trop au nom de Dieu. Hein, etc. Bon. Je vous laisse trouver la fin de l'histoire, bien entendu, dans mon livre. Donc, il est mort tué à l'ennemi, comme dit sa fiche individuelle. On dit tué à l'ennemi, hein, à ce moment-là. On ne dit pas mort pour la France. Attention. Il est mort réglementairement, à sa place d'officier, comme le constatait tout à l'heure l'autre officier le lendemain matin. Et au fond, il y a ça, et je cite un autre lieutenant, au même moment, calme affecté des officiers qui se font tuer debout, malgré les baïonnettes plantées au fusil par quelques sections obstinées, malgré ces clairons qui sonnent la charge, malgré les bons suprêmes d'isolés héroïques, rien n'y fait. En un clin d'œil, il apparaît que toute la vertu du monde ne prévaut point contre le feu. C'est signé Charles de Gaulle.
lieutenant d'infanterie blessé au pont de Dinan le 15 août, quelques jours avant Péguy, et qui lui n'a été que blessé. Donc, fin d'une forme de guerre, bien entendu. Et Charles Péguy n'aura pas connu, et pour cause, les formes atroces, massives, de destruction massive que prendra cette guerre, avec ensuite la tranchée, la sophistication et la modernisation des armements, etc., etc. Mais, au fond, il est mort dans son premier combat à découvert parce que on sait qu'à Monthyon, en face, les Allemands sont là, on ne les voit pas tout à fait, mais on sait que derrière ces rideaux d'arbres, il y a les nids de mitrailleuses. On sait que sur les flancs de ce Monthyon, il y a de l'artillerie allemande qui est très mobile, qui s'est avancée et reculée beaucoup plus que nos 75, ou beaucoup mieux que nos 75, bon, etc., etc. L'ennemi est assez visible. Péguy a sans doute cru qu'il avait enfin sa guerre à la loyale, enfin qu'il avait sa guerre à l'ancienne, ce jour-là. Et qu'au fond, il pourrait peut-être aussi mourir en poète de Jeanne d'Arc et d'Ève, n'est-ce pas? Bon. Mais nous n'en saurons rien. Alors un mot peut-être sur les suites, mais je ne veux pas être trop long. Vous le savez comme moi, dès le 17 septembre, c'est un article de Maurice Barrès dans l'Écho de Paris qui a fait du lieutenant Péguy tué à l'ennemi ce que Barrès appelle un poète national, tombé au champ d'honneur, entré parmi les héros de la pensée française, pas de l'armée française, de la pensée française, et dont le sacrifice, je cite Barrès, multiplie la valeur de son œuvre. Alors vous voyez bien là jusqu'où cela peut aller, dès lors que, du coup, voilà notre lieutenant, lui, l'insurgé, même en pantalon rouge. Lui, le chrétien, et Dieu sait avec quelle intensité il est devenu, au sens propre du mot, chrétien, comment il a abandonné puis retrouvé la foi de son enfance, pour dire vite, même s'il n'avait pas été très bon au catéchisme, à la communion solennelle et à tout ce qu'on veut. Bon, mais comment juger de ça et le peser, bon, ce chrétien qui se présentait quand même très volontiers comme anticlérical, et puis pas très ami des curés. Et là, le voilà enrôlé aussi par l'entregent de l'évêque de Meaux, qui a beaucoup donné pour édifier ce pèlerinage, enfin ces cérémonies, cette célébration, cette érection. Je raconte assez longuement comment on a enterré Péguy, pourquoi, comment et dans quel but. Bon, bien sûr, réglementairement toujours, mais avec ce plus qui vient, je dirais, de l'action du clergé de Seine-et-Marne à ce moment-là, qui vient de ces curés de village dont je parlais d'un tout à l'heure, n'est-ce pas, qui disent non, nom de Dieu, c'est pas bien ici. Bon, en gros. Alors le voilà devenu catholique et français toujours, le Péguy, très vite. Et le pèlerinage à la Grande Tombe à Villeroy sera toujours, même pendant la guerre, ce sera toujours, non pas compliqué du tout, mais ce sera toujours des espèces de rivalités assez compliquées entre le pouvoir civil, républicain civil, ça veut dire préfet ou sous-préfet, le pouvoir militaire, bien sûr, ça va de soi, les anciens camarades, parce que ça commence comme ça. C'est Victor Boudon dont je parlais, qui instaure, au nom de ses camarades morts et de ses camarades survivants, qui instaure à la Grande Tombe un hommage complet aux gens du 200, aux hommes du régiment. Donc hommage militaire, hommage de camaraderie, hommage pieux, hommage national, et Péguy au milieu de tout ça, dont il faut bien penser, savoir, en pensant à son œuvre, en pensant à tout ce qu'il a dit, à tout ce qui n'est pas dit encore, puisqu'il y aura l'œuvre est très largement inédite encore. Il faudra éditer beaucoup de textes encore. Ce Péguy-là, insurgé en pantalon rouge, oui, il est là au milieu de tout ça, et c'est à nous peut-être de le reconnaître et de le lire. Je ne citerai
qu'un mot, encore Bernanos, en 40 toujours. Oh, tient pas précisément Péguy pour un saint, mais c'est un homme qui, mort, reste à portée de voix, et même plus, à notre portée, à la portée de chacun de nous, un homme qui répond chaque fois qu'on l'appelle. Je vous remercie.